Non, chers amis, bonsoir. Donc c'est la rentrée, vous vous êtes pas trompé de salle, je crois que c'est le bon prof, donc tout va bien. Donc on va continuer donc notre cycle de conférences consacré à la société. Alors avant ça, vous avez normalement des affiches et des programmes là-haut que Thierry... Ah bon, ça va venir parce que Thierry est en train de les plier. Je vais simplement donner les dates. Tout d'abord, nous poursuivons notre séminaire consacré à Freud. Donc, Marie-Pierre Fronzac va continuer d'animer. Donc, première séance le 30 septembre. C'est... On précise que le 30 septembre, exceptionnellement, la séance ne se déroulera pas dans la même salle que la salle Robert Dex. Oui, ça ne sera pas à la salle Jacqueline Duval, mais à la salle l'ancienne salle des élus. C'est exceptionnel, hein, voilà. Donc ça sera consacré au livre de Freud, L'avenir d'une illusion. Deuxième séance le 4 novembre, toujours sur l'avenir d'une illusion, et troisième séance le 2 décembre. Voilà donc pour le séminaire Freud. En ce qui concerne les conférences, donc celle de ce soir, que je vais animer, nous aurons une conférence de Jean-Pierre Camignac sur Freud et la religion le 7 octobre. Alors là aussi, exceptionnellement, ça commencera à 18 h. Retenez bien, et pas 18h30. Parce que notre conférencier est pris par ailleurs, donc il voudrait pouvoir partir à 8h moins le quart d'ici. Donc on va commencer à 18 h le vendredi 7 octobre. Le 18 novembre, nous aurons une conférence sur la laïcité qui sera animée par Christophe Miqueux, professeur à l'Université de Bordeaux, et plus exactement, il est à le nouvel établissement de formation des professeurs, là, les ESPE. C'est un spécialiste de la laïcité, également l'auteur d'une thèse sur Locke, Spinoza et la question de la citoyenneté. Et puis enfin, le 16 décembre, nous aurons une conférence sur la révolution agricole par Philippe Collin, qui a été jadis porte-parole de la Confédération paysanne et qui continue à avoir quelques activités dans ce domaine, mais qui parlera là de ses réflexions sur la révolution agricole. Voilà, en ce qui concerne donc les prochaines conférences. Bien, alors ce soir, je dois parler de la décence ordinaire, hein, ou de la décence commune. J'essaierai d'esquisser, à partir de ce thème, l'idée d'une nouvelle perspective sociale. J'aurais pu intituler ça « Un autre socialisme ». Bon, mais comme il n'y en a plus, c'est plus un autre. Alors, le titre de cette conférence, je l'ai emprunté donc à George Orwell, et il s'agit ici d'explorer la signification et les conséquences de l'idée qu'a défendue Orwell de common decency, hein, qu'on traduit par décence commune. Et la principale de ces conséquences est de proposer une nouvelle idée de la transformation sociale, très différente et même radicalement différente des tendances traditionnelles du socialisme et du communisme révolutionnaire. Confronté à la question des évolutions possibles de la société moderne, c'est-à-dire une société qui est dominée par le mode de production capitaliste, je n'ai pas dit société capitaliste, parce qu'au fond, il n'y a pas de société capitaliste, car aucune société n'est totalement capitaliste. Si on prend la nôtre, par exemple, à côté du secteur capitaliste qui domine tout, il existe de la petite production indépendante, il y a encore des petits paysans, on fait tout pour qu'ils disparaissent, mais enfin ils existent encore, il y en a qui résistent, il existe des tas de secteurs coopératifs qui ne fonctionnent pas sur le principe capitaliste, hein, et c'est assez vaste quand même dans ce pays. Il existe des entreprises publiques, il existe des biens publics, des services publics. Tout ça, c'est pas du capitalisme, hein. Donc la société n'est pas capitaliste en elle-même. Il y a
un mode de production qui est dominant, mais qui cohabite avec beaucoup d'autres modes de production. Alors c'est vrai de la France, c'est vrai des États-Unis, hein, c'est vrai, il n'y a pas de société purement capitaliste. Bon, donc, cette petite précision, dans la société qui est dominée par le mode de production capitaliste, eh bien, par rapport à cette société, il y a plusieurs attitudes possibles. La première, c'est l'attitude conservatrice, hein, attitude numéro 1. Qui nous dit en gros que les rapports sociaux fondés sur la propriété privée sont intangibles. La propriété privée serait un droit naturel et le marché libre est indépassable, il n'y a que lui qui sait affecter correctement les ressources. Et la loi, elle n'a pas d'autre fonction que d'assurer cet ordre intangible. C'est ce qu'on appelle l'ordolibéralisme. L'ordolibéralisme qui constitue la doctrine pas officielle mais presque de l'Union européenne, puisque c'est la doctrine de la démocratie chrétienne allemande, hein, et c'est elle qui dirige l'Europe. Et d'ailleurs, le père fondateur de cette doctrine, c'est toujours bon à rappeler, c'est pas du tout un démocrate. Le père fondateur de l'ordolibéralisme n'est personne d'autre que Carl Schmitt, célèbre juriste allemand et accessoirement passablement nazi. Deuxième attitude possible, celle du socialisme réformiste. Et là, je parle de quelque chose qui n'existe plus, hein, je vais le dire après. L'idée, c'est que par une succession d'avancées sociales, au sein même de la société dominée par le mode de production capitaliste, et en s'appuyant sur la dynamique propre du progrès scientifique et technique, eh bien, la société s'améliorera progressivement, sans qu'on puisse fixer un terme à ce mouvement. L'un des inventeurs de socialisme réformisme, qui était Edward Bernstein, un des dirigeants de la social-démocratie allemande, et par ailleurs exécuteur testamentaire de Engels, Edward Bernstein résumait en disant « Le mouvement est tout, le but n'est rien ». Troisième attitude, dans les attitudes classiques, qui a été le socialisme révolutionnaire ou le communisme, qui défend l'idée d'un changement fondamental de société. Hein, vous connaissez les paroles de l'Internationale, le monde va changer de base, et devrait apparaître un homme nouveau. Hein, ce socialisme révolutionnaire a été défendu au début du XXe siècle, c'était la doctrine officielle, par exemple, du Parti social-démocrate allemand. Et également du Parti socialiste SFIU en France. Tout le monde parle de Jaurès aujourd'hui, on oublie que Jaurès était pour une révolution fondamentale des rapports de production, et Jaurès se disait plus ou moins marxiste, il avait des accords avec Marx sur certaines questions, mais la perspective globale était celle-là. Et des choses très intéressantes, c'est l'époque où les partis sociaux-démocrates, SFIO, SPD en Allemagne, distribuaient des petites brochures pour peindre cette société du futur. Il y a un livre de Marc Angenot qui date de 1983, je crois, qui s'appelle L'utopie collectiviste et qui rappelle ce qu'ont été ces modèles qui étaient distribués notamment aux ouvriers, aux employés pour les faire adhérer. On leur racontait ce que serait cette société future, bien organisée, où chacun serait à sa place, où l'égalité régnerait, etc., etc. Alors, ce modèle d'un changement radical de société qui générerait un homme nouveau, il a été repris par le communisme historique du XXe siècle, hein, c'est-à-dire sous des formes très différentes parfois, mais il y a un grand point commun entre l'Union soviétique, la Chine, Cuba. Hein, c'est Che Guevara qui proposait, lui, clairement, dans un de ses ouvrages, de faire un homme nouveau. Alors, donc mes trois modèles, hein. Donc je l'ai dit déjà, le modèle 2, celui du socialisme réformisme, n'existe plus en fait. Hein. Les partisans du modèle 2, du socialisme réformiste, sont devenus en réalité des défenseurs du modèle conservateur. Le modèle numéro 3, celui du communisme et du socialisme révolutionnaire, bien est mort depuis pas mal de temps maintenant. Il a été enseveli, nous dit-on, sous les décombres du mur de Berlin, mais la sentence avait été prononcée quand même avant. Alors la social-démocratie, qui se réclamait de la révolution sociale, hein, je n'ai pas oublié ça, s'est convertie massivement, d'abord dans un premier temps, dans le XXe siècle, elle est devenue réformiste, hein, c'est
le Front populaire, le Premier ministre, c'est Léon Blum, qui se défend devant ses juges au procès de rien et qui dit « j'ai été un gérant loyal du capitalisme ». Et puis, aujourd'hui, cette social-démocratie ne pense même plus à réformer la société, enfin si, elle ne pense qu'à la réformer par une série de contre-réformes qui remettent en cause tout ce qu'ont été les acquis sociaux qu'elle a défendus pendant assez longtemps. Les communistes ont laissé la place à de nouvelles formes de société, à dominante capitaliste, qu'il s'agisse de la Russie, où là c'est absolument clair, hein. La Russie est une société capitaliste, un peu particulière d'ailleurs, hein. Tout ça mériterait des analyses précises. Le rôle de l'État y est très important, l'oligarchie gouverne d'une certaine manière, mais c'est une oligarchie capitaliste. Vous avez un nombre de milliardaires au kilomètre carré à Moscou qui est tout à fait respectable, et ils sont engagés dans toute une série d'opérations comme n'importe quelle grande puissance, hein. En Chine, on a eu la conférence de mon ami Tony Andréani qui nous a expliqué la complexité de la société chinoise, mais globalement, c'est une société capitaliste, même si pour Tony Andréani, elle est plus keynésienne que les autres. Hein, ça c'est... Bon, bref, si je vois l'évolution de ces perspectives de transformation du monde, on en arriverait presque à la conclusion qu'il ne reste plus qu'à accepter le monde tel qu'il est, à renoncer à toute alternative sociale et politique. Et je crois que c'est peut-être notre problème essentiel aujourd'hui, l'absence de futur. L'absence de futur. Diego Fusaro, un jeune philosophe italien, a écrit un livre qui s'intitule « Il futuro è nostro », le futur est à nous. Bon rappel. Et Fusaro montre que parce qu'il n'y a pas de perspective d'avenir, eh bien prolifèrent ce qu'on pourrait appeler après Spinoza les passions tristes. Et par-dessus tout, toutes ces passions tristes, cette colère individuelle contre la force extérieure qui nous domine, et face à laquelle nous sommes dans la solitude comme des atomes isolés, en conflit les uns avec les autres, et nous nous sentons impuissants. La montée d'un certain nombre de mouvements réactionnaires, je reviendrai sur ce mot plus tard, de tentations de repli, etc., eh bien, elle a son origine là. S'il n'y a plus de futur, il faut essayer de s'accrocher au passé. C'est tout simple. Et nous revoilà devant une question terrible, que faire? Comme disait le camarade Lénine. Alors je ne compte pas faire ici l'exégèse des perspectives qu'a définies Orwell, ça a été très bien fait ailleurs, les textes d'Orwell sont publiés, notamment tous ses écrits politiques sont publiés aux éditions Agone, une petite maison d'édition marseillaise qui est souvent très intéressante. Je me contentais, en partant d'Orwell, d'essayer de tracer quelques lignes pour, on pourrait appeler ça un autre socialisme, pour parler comme Orwell, un socialisme des hommes ordinaires. Et je ne me propose nullement donc de revenir à des utopies définitivement enterrées. Alors, pour commencer, je vais parler de l'expérience d'Orwell. George Orwell est un auteur assez connu, hein. C'est l'auteur de livres célèbres comme La ferme des animaux, une fable sur le destin de la Révolution qu'il faut lire et relire, hein. Il est l'auteur aussi d'un livre politiquement et philosophiquement fondamental, à mon avis, qui est 1984. Hein, c'est pas un livre de science-fiction pour s'amuser, c'est un livre sérieux, c'est un livre dont un des thèmes centraux est la question de la vérité. Hein, c'est un livre philosophique. La question de l'usage du langage aussi. Hein. Puis là aussi, est un militant engagé, et même un militant révolutionnaire. Il a forgé ses idées au feu de la lutte, puisqu'il s'est d'abord engagé aux côtés de la République espagnole, et il était dans les rangs du POUM, le Parti ouvrier d'unification marxiste, un parti qu'on va dire d'obédience trotskiste pour aller vite, c'est un peu plus compliqué que ça, comme toujours, mais bon, ça définit un peu la place du POUM. Et ce parti, il n'était pas dans les brigades internationales, hein. Il fait partie de ces groupes de militants anglais, militants de l'Independent Labour Party, ce qu'on trouve dans un film de Ken Loach, London Freedom,
que peut-être certains d'entre vous ont vu, un excellent film. Ces gens ne sont pas partis dans les brigades internationales qui étaient généralement plus ou moins contrôlées par l'appareil de l'Union soviétique, il faut dire, appeler les choses par leur nom. Eux se sont mis directement au service du Parti ouvrier d'unification marxiste. Et le POUM donc se refusait à dissocier la lutte pour le renversement du capitalisme et la lutte contre Franco. Il disait, pour lutter vraiment contre Franco, il faut se donner la perspective d'une société socialiste, du renversement du capitalisme. Ce qui lui a valu l'hostilité, et c'est bien raconté dans London Freedom, l'hostilité du groupe stalinien espagnol, qui était directement contrôlé, pas par les militants de base du PC espagnol, mais par l'appareil de la police politique de Staline, par le GPU, plus quelques agents étrangers du GPU. On va trouver par exemple là-dedans un nommé Ramon Mercader, qui va ensuite s'appeler Jack Mornar quand il sera aux États-Unis, et qui va être en 1940 l'assassin de Trotsky. Et Orwell, par exemple, après avoir été passé à 2 doigts de la mort sous les balles franquistes, a dû se cacher pour échapper à la police politique stalinienne. Hein, donc voilà, il était pris entre 2 faux. Le principal dirigeant du POUM, André Ounin, a été enlevé et assassiné par les membres du GPU. Alors tout ça, d'ailleurs, c'est une expérience qu'Orwell raconte dans un livre intitulé « Hommage à la Catalogne ». Et ça fait de lui un adversaire déterminé de tout système totalitaire et un défenseur farouche de la démocratie. Et par exemple, au moment où la guerre mondiale se déclenche, en 1939, Orwell s'oppose à ceux qui ne voient qu'un conflit entre la démocratie bourgeoise et le fascisme, et donc un conflit entre 2 formes de domination, au fond presque équivalentes. Hein. Et Orwell est radicalement opposé à cette prise de position. Il va être amené à considérer qu'il y a une rupture fondamentale entre la démocratie bourgeoise et les régimes fascistes et nazis. Par exemple, il écrit « La démocratie bourgeoise ne suffit pas ». Ça va de soi, mais elle vaut bien mieux que le fascisme. Et travailler contre elle revient à scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Les gens ordinaires le savent, même si les intellectuels l'ignorent. Ils s'accrochent fermement à l'illusion de la démocratie et à la conception occidentale de l'honnêteté et de la décence commune. Voilà, d'où ça vient cette histoire. Vous trouvez ça dans Fascisme et démocratie, c'est un article publié dans The Left News en février 1941. Et par exemple, cette analyse va l'amener à refuser le pacifisme qui était prôné par ses amis de l'Independent Labour Party, un parti britannique qui était une sorte d'intermédiaire entre la vieille social-démocratie, l'internationale communiste et les mouvements trotskistes. C'est un parti un peu composite. Et Orwell va défendre ce qu'il appelle le patriotisme révolutionnaire. Pour lui, la guerre de l'Angleterre contre Hitler et la lutte pour le renversement du capitalisme étaient indissolublement liées. On ne peut pas vouloir renverser le capitalisme si on n'est pas prêt à lutter pour sa défense de sa patrie contre Hitler. La défense des valeurs démocratiques, pensait-il, est seule à même de rassembler la masse du peuple anglais et de produire à terme une version du socialisme, je cite, plus ou moins en accord avec le passé du peuple. Et vous voyez, le souci d'Orwell, c'est que ce qui doit être la perspective doit être en accord avec le passé du peuple et avec ce que pensent les gens ordinaires, pas ce que pensent les intellectuels, pas les élucubrations de quelques groupes sectaires. Alors pourtant, Orwell n'a jamais abandonné ses convictions révolutionnaires. Hein. Il n'a jamais renié l'homme qui combattait dans les rangs du POUM. Pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, il s'est engagé dans la garde civique, la Home Guard. Donc c'était des brigades de volontaires qui servaient à faire de l'instruction militaire et pratique pour le commun du peuple anglais, notamment pour savoir comment on résiste, comment on se débrouille quand vous êtes bombardé toutes les nuits. Hein, et j'en profite pour ici dire que nous devons quand même une fière chandelle au courage du peuple britannique. Hein, et qu'il ne faut pas oublier ce genre de choses. Hein. Bon, alors l'objectif d'Orwell quand il participe à ces Home Guards, c'est des institutions gouvernementales, hein, c'est pas, eh bien c'est de former les citoyens à résister aux États nazis,
mais aussi, pense-t-il, de participer à la formation de citoyens qui seraient aptes à conduire une révolution quand les circonstances s'y prêteraient. Et en 1941, il élabore une sorte de programme révolutionnaire destiné à l'Angleterre. J'en donnais quelques éléments de ce programme. Un large soulèvement populaire venu d'en bas, qui bouscule aussi bien l'appareil travailliste que les petits groupes d'extrême gauche. Vous voyez, il parle pour nous. Et récuse aussi bien le rôle dirigeant de la classe ouvrière et du parti d'avant-garde, théorisé par les marxistes, que celui des intellectuels bourgeois réformistes, revendiqués à l'époque par la Fabian Society, c'est-à-dire ce qu'on appelait les Fabiens, qui étaient une aile d'intellectuels extrêmement modérés du parti travailliste. Bon, je dis extrêmement modéré, je pense que par rapport à Macron, il passerait pour des gauchistes, hein, mais bon. Il réclame également une alliance entre les ouvriers et les membres des couches moyennes modernes, et pour lui, c'est l'alliance des hommes ordinaires, l'alliance de tous ceux qui partagent cette décence commune. Il propose l'invention d'un socialisme à l'anglaise, un socialisme qui refuse de faire table rase du passé, ou d'importer un modèle étranger, mais qui s'appuie sur les aspirations libertaires et égalitaires inscrites dans l'histoire et les mœurs du peuple anglais, hein, ce qu'on appelait les libertés des Anglais, dont vous trouvez des traces quand on étudie la Révolution anglaise des années 1640-1650. Hein, vous avez tous ces mouvements qui vont beaucoup plus loin que Cromwell et les puritains, les Levelers, les Diggers, qui sont des mouvements d'ouvriers, de petits paysans, qui sont des mouvements égalitaristes. Et pour Orwell, c'est sur cette tradition-là qu'il faut s'appuyer. Vous avez un cinéaste, hein, encore une fois, qui parle souvent de ça, qui parle de ce peuple anglais, de ses traditions, ben c'est Ken Loach. Hein. Et puis, il propose également un mouvement politique démocratique à vocation majoritaire, se refusant à imposer de force des idées minoritaires, mais n'excluant pas en revanche le recours à la violence si la minorité privilégiée s'accroche au pouvoir. Il propose enfin un programme politique radical, nationalisation de la terre et de la grande industrie, suppression des public schools, hein, vous savez, qui s'appellent ainsi par antiphrase, puisqu'en réalité les public schools sont des écoles très privées, réservées à l'élite, des écoles où on apprend la distinction sociale et le mépris du peuple. Il propose également la réduction drastique de l'écart maximal entre les revenus. Pour lui, c'est pas plus de 1 à 10. Il propose enfin la suppression de l'empire colonial et il réclame l'indépendance immédiate de l'Inde. Vous voyez, c'est pas un programme petit bras, hein. C'est un gars sérieux, Orwell. Voilà. Et c'est cette lecture d'Orwell qui m'a amené à réfléchir, hein, entre autres, et je vais essayer à partir de là de prendre ma propre voie. Alors tout d'abord, comme Orwell, je pense qu'il faut renoncer aux utopies. Hein. Orwell remarque que les peintures du bonheur durable dans une société future sont immanquablement manquées. Hein. Voilà, vous pouvez promettre le bonheur, c'est toujours raté, parce que généralement le bonheur qu'on vous promet, c'est pas très enthousiasmant. Bon, c'est comme les promesses du paradis. Hein. Si vous regardez les promesses du paradis, moi ça m'enthousiasme pas du tout le paradis. Je trouve qu'on est très bien ici. Toutes ces promesses, elles suggèrent une sorte de perfection, mais jamais le bonheur. Et une société parfaite n'est pas forcément une société où les gens sont heureux. Ça pose des questions bien connues d'ailleurs sur ce que c'est que le bonheur. En tout cas, comme Orwell, nous pouvons penser que le problème qui est devant nous, c'est comment éviter que les utopies ne deviennent réalité. Voilà le vrai problème. Toutes les utopies classiques peignent un monde rationnel qui permet à chacun de jouir paisiblement. Elles sont toutes hédonistes. Dans le meilleur des mondes, par exemple, Huxley peint une société hédoniste rationnelle, mais cette société rationnelle hédoniste, c'est un enfer. A Brave New World, c'est un enfer. Et cette société semble à portée de nos mains. La maîtrise des biotechnologies, l'invasion des systèmes de communication,
ça rend tout à fait possible l'avènement d'un homme nouveau et d'une société rationnelle, comme l'avait imaginé Huxley. Hein? Mais précisément, c'est cet homme nouveau dont nous ne voulons pas. En tous les cas, moi, j'en veux pas, cet homme nouveau. Je trouve que l'homme ancien va bien comme ça. Les révolutionnaires d'antan voulaient changer le monde. La question que nous nous posons aujourd'hui, c'est une question bien différente. C'est plutôt comment préserver le monde. Comment le préserver face au déchaînement des forces du soi-disant marché libre. Au moment où les conservateurs, entre guillemets, défendent le système de la révolution permanente, car le mode de production capitaliste, c'est bien la révolution permanente, il convient, je crois, aux révolutionnaires de vouloir être conservateur. Conservateur ne veut pas dire réactionnaire. Hein? Le réactionnaire, c'est celui qui se contente de réagir et qui souhaite un impossible et catastrophique retour en arrière. Le conservateur, c'est celui qui veut conserver les acquis de l'histoire de l'humanité. Et c'est précisément parce qu'il est attaché à une certaine vision de l'histoire de l'humanité, parce qu'il est travaillé par la nostalgie, que ce conservateur est un révolutionnaire sérieux. Celui qui n'a rien à défendre du passé, celui qui pense qu'on peut abandonner tout ça, ne l'écoutez pas. C'est pas un révolutionnaire sérieux. Révolutionnaire sérieux, ça veut dire qu'on ne veut pas faire du passé table rase. Le passé nous constitue. Nous sommes du passé vivant. Le passé nous constitue. Et si nous avons la liberté d'agir, nous ne pouvons agir que dans les conditions qui nous ont été léguées par les générations antérieures. Pour une part, ce que nous lègue le passé est un point d'appui indispensable pour toute politique qui vise à rendre la vie meilleure. La culture, le savoir, les progrès sociaux, le progrès de la liberté et de la moralité, la civilité, eh bien voilà, autant d'acquis précieux. Et vouloir en faire table rase, c'est tout simplement une position nihiliste. Et le nihilisme vous mène absolument à n'importe quoi, y compris le fascisme ou le nazisme. Pour une autre part, le passé n'est pas toujours plaisant, mais peut-être on doit apprendre à composer avec. Nos traditions nationales ne sont pas toutes reluisantes. Chaque nation traîne avec elle le lourd poids de l'histoire, mais alors toutes, hein, sans exception. Hein, nous avons le poids de notre histoire coloniale, mais tout le monde a une histoire coloniale derrière. Ça dépend à quelle date on va la chercher, et puis ça dépend où on regarde. Hein, voilà, donc voilà, il faut traîner ça. Hein, on est peut-être comme des chameaux qui croulent sous leur charge, mais on est obligé de faire avec ça. On ne peut pas le balayer d'un revers de main. Nous pouvons espérer que le monde de demain sera meilleur, mais nous ne devons ni vouloir, ni nous attendre à ce que ça soit un monde radicalement nouveau. Pour que le nouveau puisse advenir, pour qu'il puisse advenir du nouveau, eh bien ce nouveau doit être protégé. Hein, et seule la vieille société peut protéger le nouveau. L'utopie, donc, n'a pas sa place comme programme politique, elle a sa place comme genre littéraire, hein, ça peut être un moyen précieux de critique sociale, ça peut être aussi le rêve éveillé, hein, l'utopie, le rêve éveillé qui peut permettre de donner une expression à des aspirations sublimes. Mais ce n'est pas un programme politique. Alors, programme politique, ben, je vais essayer de le définir en disant quel héritage devons-nous défendre. Si on veut dessiner une perspective pour demain, ben, il faut assumer l'héritage, sous bénéfice d'inventaire. Alors, je vais donner trois grandes idées philosophiques, trois grandes théories politiques que nous pouvons assumer et qui pourraient nous permettre justement de repenser le nouveau. Premier héritage, c'est la communauté politique telle que la pensait Aristote. À l'encontre de l'idée d'une société composée d'individus indifférenciés
en rivalité les uns avec les autres. Il s'agit pour moi de restaurer l'idéal de la communauté politique tel qu'on peut le tirer des grands philosophes antiques, et en premier lieu Aristote. Aristote dit et répète, l'homme est un animal politique, et ça a plusieurs conséquences. Premièrement, ça veut dire que l'homme vit naturellement dans une communauté politique qui a une taille limitée. L'idée de citoyen du monde que défendaient les stoïciens, aussi sublime soit-elle sur le plan moral, je n'en disconviens pas, aussi importante soit-elle comme idéal de paix entre les nations, n'a aucune effectivité si on n'est pas d'abord citoyen d'une certaine communauté politique, citoyen membre d'un peuple ou d'une nation. Non pas une nation définie en termes raciaux ou biologiques, mais une nation définie comme une communauté de vie et de destin, pour reprendre la belle formule de Otto Bauer, un des grands penseurs de la social-démocratie autrichienne. Autrement dit, le premier et le plus fondamental des droits de l'homme, je dis bien, c'est le droit d'appartenir à une nation, de ne pas être sans patrie, sans loi, sans foyer, comme celui que Homère insulte, selon les mots d'Aristote. Alors qu'est-ce que c'est que cette insulte? Il s'agit de Nestor répondant à Diomède, qui dit « Il est sans famille, sans loi, sans foyer, celui qui se plaît aux guerres intestines et aux malheurs qu'elles entraînent. Iliade, chant 9. Celui qui est sans patrie est porté à la guerre. » Ça paraît paradoxal dans le discours sans frontiériste actuel. Alors que celui qui a une patrie ne fait la guerre que contraint à se défendre. Voilà quelque chose qui nous est légué de la sagesse grecque et quelque chose que nous pouvons reprendre à notre compte. Deuxième idée, si l'homme est naturellement politique, ce qui est le plus précieux pour lui, c'est ce qui fait la communauté, c'est-à-dire le bien commun. Alors en anglais, on appelle ça Commonwealth. Qu'on traduit en français par République. En tous les cas, quand Hobbes parle du Commonwealth, on traduit tous les traducteurs français, je crois qu'ils ont parfaitement raison, appellent ça République, ce qui est encore cette chose publique, cette res publica des latins. Et c'est cela qu'il faut défendre avant tout. Ce bien commun est un bien, au sens matériel du terme d'abord. Tout ce qui procède de l'activité de la puissance publique appartient à tous. C'est aussi un bien en essence plus moral. Pour Aristote, les hommes disposent de la parole en vue de se signifier mutuellement, dit-il, l'utile et le nuisible, le juste et l'injuste, et d'autres valeurs de ce genre qui font une cité. Le bien commun, c'est donc une morale publique. Une morale publique. Un ethos, pour parler grec, communautaire. C'est-à-dire ce qui nous permet de vivre dans la communauté. Les vertus qui nous importent ici, donc, ce sont des vertus politiques. Politiques au sens qu'elles sont nécessaires à la vie de la police, de la cité. Vertus politiques, l'honnêteté, la générosité, le courage, le sens de la justice, la tempérance, c'est-à-dire le refus de tout excès. Vertus qui sont exigées pour que la vie commune soit possible. Ces vertus sont largement partagées dans tout peuple à peu près sain, mais elles ne sont pas innées. Elles ne sont pas innées, elles sont des dispositions acquises par habitude, c'est pour ça que ce sont des vertus morales pour Aristote, et c'est seulement une bonne éducation et de bonnes lois qui peuvent donner de bonnes habitudes et produire ainsi l'amitié entre les citoyens, ce qu'on appellera plus tard amitié civique ou fraternité. La conception politico-éthique d'Aristote, en elle-même, elle est compatible avec de nombreuses formes d'organisation sociale. Mais une chose est certaine, c'est qu'elle est complètement antagonique avec la société que nous connaissons aujourd'hui. Le mode de production capitaliste est un système mondial par nature, qui détruit tous les obstacles à son propre développement, et les frontières nationales à l'intérieur desquelles il s'est d'abord développé sont depuis longtemps sérieusement ébréchées par la dynamique du capital. D'ailleurs, on vous le dit, on ne peut rien faire parce que maintenant le monde est mondial. On est impuissant parce qu'il n'y a plus de frontières. Alors si vous parlez de frontières,
Qu'est-ce que vous n'avez pas dit là? Bon. Pour le capital, l'homme n'est pas un animal naturellement politique. Pour le capital, l'homme c'est soit un vendeur de force de travail, indifférencié, de travail abstrait. Je rappelle ça à ceux qui avaient suivi ma longue lecture du livre 1 du Capital, ou alors un consommateur interchangeable. Mais ce n'est pas un homme politique. Hein? Voilà. Le vendeur de force de travail, dans l'idéal, il doit être sans foyer et sans patrie. Sans foyer, sans patrie, parce que la mobilité totale, qui est la condition de la mobilisation totale, hein, la mobilité totale est la seule vertu que le mode de production capitaliste valorise. Et en tant que consommateur, l'homme est tout sauf tempérant. Hein, le consommateur tempérant, c'est une catastrophe pour le capitalisme. Au contraire, le consommateur doit consommer, il doit s'empiffrer, gaspiller, pour que la machine puisse continuer à tourner. Et surtout, dans une société dominée par ce mode de production, les hommes ne sont pas liés par les liens de l'amitié civique. Ils sont irrémédiablement séparés par la rivalité, qui a pour nom concurrence libre. Marx dit que le salariat, c'est la concurrence que les ouvriers se font entre eux pour vendre leur force de travail. Hein? Pour ceux qui pensent que la généralisation du salariat est une bonne chose, je les renvoie à la lecture de Marx. Mais c'est aussi cet idéal de concurrence libre qu'on donne aux jeunes gens. On leur dit « soyez compétitifs hein? ». Faut que vos études soient compétitives. Ce que vous apprenez, on s'en fiche. Les humanités, on n'en a rien à faire. Mais soyez compétitifs. Sachez vous vendre. Hein? C'est ce qu'on explique dans les écoles où il faut apprendre à vendre. Devenez millionnaire, comme le proposait M. Macron, hein, qui trouve que c'est un bon idéal pour les jeunes de devenir millionnaire. M. Macron, faux jeune, faux rebelle et vrai réactionnaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait par là? On appelle les jeunes gens à mener inlassablement cette guerre de chacun contre chacun, qui est la caractéristique principale de l'état de nature tel que le pensait Hobbes. Hein? L'état de nature de Hobbes, ce n'est pas l'état des sauvages il y a 30 000 ans, l'état de nature de Hobbes, c'est le mode de production capitaliste. Et à cet état de nature, d'ailleurs, Hobbes opposait la nécessité d'un état civil. Voilà. Et je crois qu'on mésestime souvent le rôle de l'indignation morale chez les hommes ordinaires. Hein? Et même on la méprise, cette indignation morale. Et ceux qui en parlent se font appeler populistes. Mais l'homme ordinaire est indigné devant l'extravagance des puissants, devant l'étalage indécent de la richesse. Alors, évidemment, il y a dans ça une petite part d'envie. Hein, cette envie des riches que cultive d'ailleurs notre société, y compris maintenant dans le système éducatif, et qui progressivement cherche à faire naître chez les élèves le désir de devenir des businessmen en lieu et place du désir du savoir ou du désir de la vertu. La vertu dont on pouvait trouver des exemples dans l'histoire ou en apprenant le latin, par exemple. Mais dans cette indignation morale, il y a souvent tout simplement le bon sens commun, celui qui refuse les excès, celui qui refuse, qu'on pourrait appeler en francisant le grec, la pléonexie, l'excès de richesse. Défaut majeur, hein, chez Platon comme chez Aristote. Et l'autre excès, c'est le défaut de la grande pauvreté. La tempérance, comme vertu politique, exige donc que les inégalités qui existent toujours pour un tas de raisons, hein, on ne peut pas penser qu'on abolira les inégalités. Ces inégalités qui existent doivent rester modérées. Et si on veut rester aristotélicien, il conviendrait de n'accepter que les inégalités proportionnelles au mérite. Un mérite dont la seule mesure ne peut être que la contribution au bien commun. C'est d'ailleurs ce qui est dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, que les inégalités ne peuvent être justifiées que par l'intérêt social. De tout cela, on tirerait évidemment une toute nouvelle vision du principe de répartition des richesses et des positions sociales, et donc quelque chose qu'on pourrait appeler une théorie de la justice,
qui se placerait dans la lignée de la pensée républicaniste. Quelques mots pour terminer sur ce point. L'aristotélisme influence encore quelques philosophes importants. Je pense à Alasdair MacIntyre. Il y a un petit livre de lui qui est vraiment bien, qui s'appelle « Après la vertu ». MacIntyre est un ancien trotskiste qui est devenu aristotélicien. Ou encore Michael Sandel, que vous avez peut-être eu l'occasion d'entendre récemment sur France Culture. Michael Sandel, dans le dernier ouvrage intitulé « Justice », est un best-seller mondial. Je crois qu'il s'est vendu déjà à plus de 5 millions d'exemplaires. Ce qui prouve qu'on peut faire de la philosophie lisible par tout le monde, facile à comprendre, sans faire du Michel Onfray. Et Justice, c'est un livre que je vous conseille vivement, hein, qui devrait être lu, médité, parce qu'à mon sens, c'est une des meilleures introductions que je connaisse à la question de la justice et à la philosophie morale en général. Il a écrit aussi un autre livre qui est en apparence peu philosophique, mais plein d'enseignements, qui s'appelle « Ce que l'argent ne peut pas acheter ». Et Sandel est un républicaniste aristotélicien, un vrai de vrai. Et si on veut discuter des questions dites sociétales, vous trouverez plusieurs chapitres dans Justice, eh bien une petite cure de Sandel nous remet les idées en place. Voilà, première tradition, Aristote. Peut-être parce que je vieillis, mais plus je vieillis, plus je trouve qu'Aristote est vraiment un philosophe majeur. Deuxième tradition, la tradition républicaniste. Cette tradition républicaniste, j'ai eu l'occasion d'en vanter les mérites dans des livres, des articles, et puis aussi devant vous, dans cette université populaire. Je crois qu'elle nous fournit un corpus théorique solide, et je vais me contenter ici de résumer à traits grossiers en quoi consiste cette tradition qui va en gros de Machiavel à des auteurs contemporains, dont votre serviteur. Le républicanisme, c'est une théorie de la liberté du gouvernement. Comme le définit clairement Philippe Petite, c'est une théorie de la liberté à condition de s'entendre sur ce qu'on entend par liberté. Alors je laisse de côté la question de la liberté métaphysique. Est-ce que l'homme est libre par nature ou est-ce qu'il est déterminé par les lois inflexibles d'un Dieu tout-puissant ou d'une nature aux lois rigoureuses? Ce qui m'intéresse ici, c'est la liberté dans le sens de la liberté politique. Et pour aller vite, on peut dire qu'il y a trois conceptions de la liberté. La première voit la liberté politique par la réalisation de soi dans la vie publique. Au fond, c'est la conception des anciens, celle d'Aristote, celle de Cicéron. C'est une conception qui exige de l'homme un sens du devoir et une sorte de perfectionnisme moral. Et c'est une conception qui en même temps accorde peu de valeur à la vie privée. La vie privée, au fond, pour un ancien, c'est une vie privée de l'essentiel, de ce qui fait un homme, c'est-à-dire sa participation à la communauté politique, à la police ou à la res publica. L'homme ne se réalise que comme citoyen, soumis aux lois, mais aussi participant à la définition de ces lois. Cette conception, elle trouve une expression presque idéale dans la Constitution d'Athènes, c'est le titre d'un ouvrage d'Aristote, mais sous une forme différente dans toutes les expériences de démocratie directe que nous a livré l'histoire. C'est par exemple cette conception de la démocratie directe et de la réalisation de soi dans l'action politique qu'on va trouver dans les conseils ouvriers, dans les soviets russes, ceux de 1905 ou ceux de février à octobre 17, dans les Räte allemands dont nous a parlé notre ami Vincent Présumé. C'est une conception, par exemple, qui va être théorisée par ceux qu'on appelle les communistes conseillistes, Goethe, Pankow, etc., ou qui est reprise par un philosophe français décédé il y a quelques années, Cornelius Castoriadis, pour qui le modèle grec est le modèle sur lequel nous devrions nous caler. Bon, il était grec, Castoriadis, comme son nom l'indique. C'est un bon connaisseur de la Grèce, et lire Castoriadis, vous aide beaucoup à comprendre la Grèce. Voilà. Donc, première conception. Deuxième conception, la liberté comme non-ingérence de l'État dans les affaires privées. Ça, c'est la conception libérale moderne qui soutient que l'homme n'est libre que là où il n'est pas soumis aux lois. Mais comme les lois sont nécessaires,
Eh bien, il faut simplement délimiter soigneusement le champ de la loi et laisser tout le reste au contrat privé. Alors, suivant que vous placez le curseur à tel ou tel endroit, eh bien, la part de la liberté, la part de la loi va changer. On peut avoir un régime libéral sur le plan économique, mais très autoritaire. On en a quelques exemples. Et puis on peut avoir un régime libéral démocratique, et à la limite, si je pousse le curseur tout à fait au bout, ben j'aurai une espèce d'anarchisme libertarien. Et l'anarchisme, vu sous cet angle, n'est qu'un libéralisme poussé jusqu'au bout. Ouais. Laissez faire, laissez aller. Pas besoin d'État, pas besoin de loi. Troisième conception, donc le républicanisme, qui définit la liberté comme non-domination. Un homme n'est libre que s'il n'est pas asservi à un autre homme. Rousseau disait déjà « Qui a besoin d'un maître est un méchant ». De la liberté des anciens, les républicanistes retiennent que la liberté est une liberté par la loi, pas une liberté en dehors de la loi. Pourquoi? Parce que la fonction légitime de la loi, elle est de protéger les individus contre toute domination. Car entre le faible et le fort, c'est la liberté qui opprime et la loi qui libère. Mais de la liberté des modernes, les républicanistes gardent la défense de la vie privée, l'idée que la vie privée est légitime et que l'individu peut aussi avoir envie de faire autre chose que de la politique. Et également, les républicanistes de la liberté libérale gardent une certaine méfiance à l'égard des assemblées, parce qu'on sait que la démocratie peut aisément se transformer dans ce qu'on appelait en Grèce l'ochlocratie, c'est-à-dire le gouvernement de la foule. Mais pour les républicanistes, toutes les libertés de base, celles de 1789 pour aller vite, leur sont communes avec les libéraux. Mais ces libertés n'ont d'existence réelle que si la loi en garantit l'exercice. J'ai la liberté d'opinion, même religieuse, comme le dit la déclaration de 89, mais quelle valeur a cette liberté si la loi n'en garantit pas l'exercice? Si par exemple ma liberté de blasphémer n'est pas protégée contre les tueurs djihadistes. Et je crois qu'ici il y a deux dimensions importantes dans la conception républicaniste. En premier lieu, la domination, ce n'est pas simplement la domination politique, mais c'est aussi la domination économique dans les rapports salariés-employeurs. C'est aussi la domination dans la famille, et notamment les rapports hommes-femmes et parents-enfants. Et dans tous ces cas, la République doit protéger les faibles contre les forts, les droits des individus contre les passions communautaires. Par exemple, la République protège le droit des enfants à avoir une instruction, y compris quand leurs parents ne veulent pas. Hein? En second lieu, les individus doivent être protégés aussi contre la domination politique. Les républicanistes se rappellent volontiers Montesquieu qui disait que tout pouvoir a tendance à abuser du pouvoir. Et par conséquent, il doit y avoir des dispositions constitutionnelles adéquates qui protègent les individus même contre le pouvoir de la majorité, contre la tyrannie de la majorité. Parce qu'une majorité peut être tyrannique. Alors, je vous renvoie à la littérature sur ce sujet. Les républicanistes sont des farouches partisans de la séparation des pouvoirs, d'un droit de contestation garanti. Droit de contestation garanti, c'est pas parce qu'une loi a été votée qu'on n'a pas le droit de défiler, de manifester contre. Voilà. Et à la différence de la conception antique, le républicanisme protège l'individu contre la puissance des communautés familiales, religieuses ou autres. Il les protège aussi contre tous ceux qui pourraient exploiter leurs avantages pour opprimer les autres. Par exemple, dans le domaine économique, quand vous êtes en position d'imposer votre loi à quelqu'un d'autre, je ne sais pas, il y a pénurie d'aliments, vous disposez de beurre chez vous, de jambon, etc. Vous êtes, regardez la traversée de Paris, eh ben vous avez possibilité d'imposer votre prix. Donc vous exploitez votre avantage pour dominer les autres. Et là encore, c'est la loi qui peut régler ça.
débat, ça remonte à 1793, c'est la loi sur les aliments. Paris a faim, le prix de la farine ne cesse d'augmenter, Robespierre dit non, il faut une taxe, il faut limiter le prix. Et alors là, tous les libéraux, les Girondins montent sur les chaises en disant comment vous mettez en cause la liberté du commerce, etc. Bah, c'est Robespierre qui avait raison. Bah oui, Robespierre. Qui devrait être réhabilité, hein, parce que j'en ai marre d'entendre du mal de Robespierre. En plus, c'était le vrai disciple de Rousseau, hein, il avait le contrat social dans sa poche quand il allait à la tribune. Bon. Alors, ce qui nous importe ici, c'est que le républicanisme est porteur d'une certaine conception de la vie sociale. L'émancipation des individus à l'égard des dogmes, des traditions oppressantes est un progrès précieux. Et de ce point de vue, il y a un bon individualisme. L'individualisme, c'est pas mauvais en soi. Mais il faut ne pas oublier que l'individu n'existe que dans une communauté d'humains, ou à l'intersection de plusieurs communautés. C'est le professeur Laborie qui disait « nous sommes les autres ». Et ce faisant d'ailleurs, et sans le savoir sans doute, il reprenait ce que disait Marx, qui disait que l'individu est la somme de ses relations sociales. Mais à l'opposé des communautés fermées, donc des communautés qui renferment l'individu, typiquement la famille patriarcale, la conception républicaniste favorise des communautés ouvertes, des communautés auxquelles on adhère librement et que l'on peut quitter librement. D'autant plus librement que la République, par l'instruction publique égale pour tous, l'instruction publique, encore un vilain mot, quelqu'un l'autre jour a prétendu, que j'employais ce mot, que c'est Pétain qui avait inventé l'instruction publique. Les ignorants, c'est terrible ça. Donc l'instruction publique égale pour tous. Également, toutes les formes de protection sociale permettent aux individus de choisir réellement la vie qu'ils peuvent mener. Si on n'a pas d'instruction, si on n'a pas ce filet de protection qu'est la protection sociale, nos choix n'existent pas, c'est une liberté à peu près vide. Le républicanisme propose une liberté réelle. Les droits ne peuvent pas être des droits formels, ils doivent être des droits effectifs dont les institutions politiques sont le garant. Donc le républicanisme, c'est une conception communautaire. Cela veut dire qu'il ne considère pas les individus comme des individus isolés, comme des sujets consommateurs, dont les relations avec les autres ne sont que contractuelles, sur le modèle de l'échange marchand. Les individus sont des individus vivant en communauté, et donc admettant des règles communes, à condition que ces règles n'oppriment personne. Et il y a donc bien, dans le républicanisme, comme chez Aristote, un certain ethos communautaire. Et au fond, pour moi, la décence ordinaire ou la common decency d'Orwell, c'est qu'une autre formulation de cet ethos communautaire. Les républicanistes se méfient des idées morales abstraites et des formules procédurales qui permettraient de trancher toutes les questions, y compris d'ailleurs, de ce point de vue, une certaine application ou une certaine vision schématique de la philosophie morale de Kant. Les valeurs morales, pour un républicaniste, sont enracinées dans un monde social particulier, bien que certaines de ces valeurs morales soient par nature plus universelles que d'autres. Ça suppose en tout cas que les membres d'une société, ou plutôt d'une communauté politique, n'existent pas seulement par des liens contractuels qui garantissent les intérêts de chacun, mais aussi par des liens moraux, de respect mutuel, d'amitié. J'ai parlé de cette amitié civique que nous appelons fraternité. Vous savez, on oublie toujours la fraternité dans le triptyque de la République. Donc ça signifie que nous ne sommes pas des individus les uns à côté des autres, chacun menant une existence séparée, séparée de celle des autres, ainsi que le pensait par exemple le théoricien libertarien Robert Nozick. Au contraire, il y a quelque chose qui s'appelle le bien commun et que nous devrons tous partager à égalité, ce bien commun qui inclut des valeurs morales. Et comme le soutient Michael Sandel, il n'est pas possible de construire une république sans que nous partagions des valeurs communes. Alors que les libéraux pensent que nous n'avons pas à partager de valeurs communes dès lors que les lois du marché sont respectées, que chacun fait comme il veut sans empiéter sur la liberté des autres. De ce point de vue, il y a un fossé entre les libéraux et les républicanistes.
Bon. Alors je vais donner quelques exemples, voilà, qui parfois ont un peu d'actualité. Évidemment, personne ne peut s'arroger le droit d'imposer ses croyances ou ses non-croyances aux autres. La liberté libérale, aussi bien que la liberté républicaine, s'y oppose. Il y a un principe absolu, qui est celui de la liberté de conscience. C'est un principe qui est d'ailleurs évident, parce que, comme le disait Spinoza, on peut gouverner les langues, mais pas les esprits. Mais si l'expression de cette conscience libre met en cause la liberté des autres, cette expression peut être limitée ou interdite. On peut penser qu'une partie de l'humanité est surnuméraire, il y a des gens qui pensent ça et devrait être supprimée. Mais on ne peut pas appeler publiquement à faire disparaître telle ou telle partie de l'humanité. La pensée nazie n'est pas interdite. Comment voulez-vous interdire la pensée nazie? Vous n'allez pas sonder les esprits et les cœurs. Mais vous savez que son expression est illégale en France. C'est un délit. Voilà. Alors, le problème, c'est de savoir dans quelles conditions on peut réprimer l'expression de telle position. Savoir quelles sont les limites qu'on peut donner à ce genre d'expression. Mais je crois qu'il n'y a pas de règle générale. Il n'y a pas de règle générale. Il faut être capable d'apprécier le danger imminent ou non. Par exemple, c'est tout à fait différent de développer dans son coin des théories parfaitement racistes qui sont largement partagées, y compris par des prix Nobel, genre Watson et Crick, découvreurs de l'ADN, qui sont tous les deux des fiefés racistes de la pire espèce, et des partisans de l'eugénie. Je crois que c'est Watson qui disait qu'il faudrait soumettre les parents à un examen ADN avant de les autoriser à avoir des enfants. Voilà, et son compère disait que de toute façon il est évident que les Noirs sont inférieurs aux Blancs, il n'y a qu'à voir, c'est toujours les Noirs qui occupent les emplois de serviteurs. Voilà, ces gens-là sont des prix Nobel. Donc moi c'est pareil, quand on me parle de prix Nobel en disant sans prix Nobel on signait tel appel, il y a belle lurette que je sais qu'un prix Nobel peut être très bon dans son domaine, être un fiefé crétin pour le reste. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont ces idées-là. Vous n'allez pas vous amuser à les traquer, les interdire. Par contre, quand l'appel à l'action est là, quand on appelle à tuer directement, là, c'est une autre paire de manches. Et là, on peut être amené à limiter cette liberté d'expression. En fonction du danger que l'expression de certaines idées fait ou non courir à la stabilité des institutions républicaines. Alors, j'ai pris l'exemple des conceptions racistes exterminatrices, mais certaines idéologies religieuses tombent dans la même problématique. Celui qui prêche qu'une femme non voilée n'a que ce qu'elle mérite quand elle est violée, peut-il prêcher ça librement? C'est un appel au viol, c'est rien d'autre. Peut-il faire valoir sa liberté de culte pour défendre ça? Ben non. Alors ça, c'est des exemples assez classiques, et j'invite à lire le passage de la théorie de la justice de Rawls qui est consacré à la tolérance des sectes intolérantes. Et je crois qu'il donne de bonnes pistes pour parvenir sur ces questions à un équilibre réfléchi. Mais c'est assez insuffisant. Je vais parler de ce qui a occupé tout l'été, l'affaire du voile et du burkini, parce que je crois que ça pose des questions épineuses. Et donc, les questions épineuses sont toujours intéressantes, philosophiquement. Voilà. Et la question qui est posée, c'est jusqu'à quel point la République peut-elle accepter des conduites sécessionnistes de la part d'un groupe particulier? Chacun est libre de ses conduites, évidemment, l'habillement, etc. Mais vous savez qu'il y a des limites qui ne sont pas forcément légales, mais qui renvoient à une conception commune de la décence. Voilà. Chacun s'habille comme il veut, d'accord? Mais s'il s'agissait que d'une question de tenue vestimentaire, nous savons bien que, par exemple, nous ne sommes pas prêts à accepter toutes les tenues. Si, par exemple, quelqu'un imitait ce qu'on appelait jadis les sauvages des Amériques, se rendait dans un café ou à son travail, vêtu seulement d'un étui pénien, c'est-à-dire d'un petit tuyau qui lui enrobe la verge, je ne suis pas certain que vous le toléreriez. Bon, donc vous voyez bien que l'habillement, ça n'est pas qu'une question de choix individuel. Voilà. Il y a des marges, les hommes politiques mènent plus forcément de cravate, les professeurs non plus.
des fois je me demande si on a bien fait d'ailleurs de plus mettre de costume cravate pour aller enseigner. Je pense qu'on aurait dû garder ça, comme on a gardé l'uniforme pour les élèves. Mais enfin bon. Vous voyez bien que ce n'est pas qu'une question de tenue. Hein. A fortiori, quand la tenue est la manifestation sans ambiguïté d'une hostilité radicale aux mœurs de notre société, à une certaine conception de la liberté, à une certaine conception des rapports entre les hommes et les femmes, qui reconnaît l'égalité, eh bien, il est évident que cette tenue n'est peut-être pas à proprement parler un trouble à l'ordre public, justiciable d'une interdiction. D'ailleurs, il semble bien que ce soit impossible, pour un tas de raisons que je ne suis pas à partager, mais en tous les cas, c'est un trouble à l'ordre moral et social dans lequel nous nous reconnaissons. Est-ce que nous pouvons vivre si une partie de la société, relativement influente, dit « Nous n'avons rien à faire de vos valeurs, nous n'avons rien à faire avec vous, et rassurez-vous, on vous écrasera et on vous interdira de parler bientôt ». Non, non, non. Je vais terminer par exemple sur cette question de la liberté de conscience. La liberté de conscience n'est pas simplement la liberté de culte, mais c'est aussi la liberté de n'avoir pas de religion. Hein ? Et la République n'a pas à se plier aux prescriptions religieuses dès lors qu'elles contreviennent à la loi. Par exemple, que devons-nous faire quand un témoin de Jéhovah refuse une transfusion sanguine qui pourrait sauver la vie de son enfant ? Il me semble que la question ne se pose pas. Le médecin doit faire ce qu'il doit pour protéger la vie de l'enfant en violant la conscience religieuse du témoin de Jéhovah. Pourquoi? Parce que la loi de la République protège le faible face à ce parent qui est prêt à voir mourir son enfant pour ses lubies. Hein, de plus en plus, on a tendu à dire « Mais non, les témoins de Jéhovah, s'ils veulent. » D'ailleurs, je ne suis même pas sûr. Alors, maintenant, le témoin de Jéhovah peut dire « Je ne veux pas de transfusion, donc il va mourir, par exemple. Hein » Moi, je sais bien, j'ai eu une transfusion qui, dans un cas où, si vous n'avez pas de transfusion, vous êtes mort. Hein. Bon. Alors maintenant, on dit « S'il ne veut pas, il ne veut pas. » Bien. Je ne suis pas sûr, moi, de ça. Si quelqu'un veut se suicider et que vous ne l'empêchez pas de se suicider, si vous l'empêchez de se suicider, vous violez sa liberté de se suicider, certes. Mais si vous ne l'empêchez pas, moi je vous dénonce et je vous poursuis pour non-assistance à personne en danger. Oui, oui. Mais donc, et là, on se pose tous ces questions-là, de plus en plus. Quelle est la différence entre cette liberté individuelle absolue, sans frein, celle que Platon aurait appelée la licence, et la liberté par la loi? Bon, voilà. Donc je crois, par exemple, si je prends l'exemple du témoin de Jéhovah, on a un cas manifeste où la liberté comme non-domination, elle entrave la liberté religieuse. La protection contre la domination peut être amenée à entraver la liberté religieuse dans ce cas particulier. Plus généralement, la liberté religieuse des parents doit rester compatible avec la liberté des enfants à éventuellement refuser la religion. Hein? Bah ouais. Que les parents transmettent à leurs enfants leurs convictions religieuses, c'est tout à fait naturel, à condition que les parents admettent que les enfants, prenant de la maturité, puissent éventuellement s'en émanciper. Je donne un autre exemple. Aucune jeune fille n'est obligée de porter des mini-jupes, contrairement à ce que pense Madame Esther Benbassa, hein, qui pense que la mini-jupe, c'est comme le voile, c'est une obligation, mais une obligation à nous les Occidentaux. Ben non, on n'est jamais obligé les filles à porter des mini-jupes. Hein. Il faut arrêter les âneries. En revanche, aucune fille ne devrait être contrainte de porter des habits islamiques, sous peine de se faire traiter de pute, voire de se faire battre par les turiféraires d'une version particulièrement rétrograde de cette religion. Alors, ces quelques exemples ne donnent pas une solution prête à l'emploi pour résoudre tous les problèmes que rencontrent des sociétés pluralistes, mais ils indiquent quelques voies de réflexion à partir de l'idée de liberté comme non-domination, et qu'on pourrait emprunter ces voies. Une minute sur le burkini. Qu'une fille décide de se baigner dans ce sac à patates, et que même, je ne crois pas comment on peut nager avec ça, peut-être même qu'elle va couler. Ah, donc là, ça serait de la non-assistance à personne en danger. À la limite, c'est son problème.
Mais la question n'est pas là. C'est que vous en avez 2, 3, et la prochaine qui voudra se baigner tout naturellement dans une tenue de bain ordinaire qui permet de profiter du soleil et de l'eau, eh bien, elle se fera traiter de pute. Donc elle mettra aussi le burkini. Et c'est comme ça que l'emprise d'une minorité se fait sur la majorité, parce que les autres ont peur. Et donc, cette histoire de burkini cet été, ce n'est pas un petit détail. On a présenté ça comme une espèce de gadget qui occupait les journaux en l'absence d'autres actualités plus sérieuses. Gadget estival, non, ce n'est pas un gadget estival, c'est une affaire sérieuse. Parce qu'elle pose derrière toute une série de questions que nous refusons collectivement, pour l'instant, de nous poser. Voilà. En tous les cas, il y a un fil directeur dans tout ça. L'obéissance à la loi commune est impérative. Il n'y a pas de loi au-dessus de la loi de la République. Le seul souverain que nous reconnaissons dans ce pays s'appelle la nation. Il n'y en a pas d'autre. Hein? Voilà. Et cette obéissance à la loi commune implique une certaine discrétion dans la manifestation de ses opinions religieuses. Et ça, je crois que c'est un point sur lequel Jean-Pierre Chevènement, qui a été beaucoup attaqué pour cette phrase, hein, il aurait fait preuve de son sectarisme de vieux laïcard, mais je crois qu'il a raison. Voilà, pour que nous puissions vivre ensemble, il faut que ce qui renvoie à nos aspirations métaphysiques, eh bien, ne se manifeste pas trop, de manière pas trop voyante. Hein? Ça allait de soi il y a quelques dizaines d'années. Les enfants catholiques, ils allaient à l'école publique, mais ils n'arboraient pas des grandes croix. Bah ouais. Hein, on a fait enlever les crucifix des édifices publics avec la loi de 1905. Voilà, discrétion. Hein, alors c'est pareil, ça semble quelque chose d'inaudible. Pourtant, ça fait partie de cette décence commune, de cette morale du bon sens que nous devrions avoir. Voilà. Et cette modération, c'est une condition nécessaire pour rendre possible l'existence communautaire, de la même façon que vous n'aimeriez pas que vos voisins fassent du bruit tous les jours jusqu'à 4 heures du matin. Eh ben voilà. Ah, ils sont libres d'écouter de la musique, et la musique qu'ils veulent, mais ils ne sont pas libres de casser les oreilles de tout le monde. C'est des choses très simples, hein, je fais appel qu'au bon sens, là, je crois. Bon, troisième héritage, j'ai presque fini. Je crois qu'on peut se réclamer, pour penser cet avenir, d'un héritage qu'on a appelé parfois l'autre socialisme, par opposé au socialisme étatiste, volontiers bureaucratique et autoritaire. Le terme de socialisme est un terme très ambigu, et je l'emploie ici qu'avec beaucoup de précaution, parce que le mot socialisme a d'abord désigné la science de la société. Donc c'était quelque chose de tout à fait neutre, avant de désigner tous les courants qui s'opposent au libéralisme économique. Mais s'opposer au libéralisme économique, on peut le faire soit au nom de l'égalité et de la liberté des individus, soit au nom d'une hiérarchie naturelle qui donne sa place aux élites naturelles. Par exemple, les théoriciens de la réaction, de la contre-révolution au XIXe siècle, comme Joseph de Metz, Bonald, etc., ils étaient contre le capitalisme et le libéralisme, parce qu'ils pensaient que ça renversait les hiérarchies naturelles. Hein? L'Action française de Maurras n'était pas spécialement pro-capitaliste, hein? Ils étaient même souvent très anticapitalistes, très antilibéraux, mais au nom de ces hiérarchies traditionnelles. Bon, alors on peut remplacer les hiérarchies traditionnelles par la hiérarchie des technocrates, ça ne change rien, c'est le même problème. Hein? Le socialisme d'inspiration saint-simonienne, hein, de Saint-Simon, Henri de Saint-Simon, repose sur l'idée d'une organisation de la production, d'une alliance des producteurs, c'est-à-dire l'alliance des ouvriers et des patrons contre tous les parasites sociaux. Et ça nous a donné d'ailleurs l'association Capital-Travail. Et ce n'est pas un hasard si le saint-simonisme a nourri d'un côté la critique sociale, y compris partiellement celle de Marx, hein, mais aussi d'un autre côté des formes d'État autoritaires reposant précisément sur cette association Capital-Travail. Par exemple, les saint-simoniens ont été très influents sous Napoléon III.
Beaucoup étaient banquiers, le canal de Suez, c'est eux, une bonne partie de la construction du chemin de fer, c'est encore eux, hein, c'est des gens qui étaient influents, les Saint-Simoniens. Bon, mais ils étaient antilibéraux, hein. Et ils ont été longtemps considérés comme des penseurs du socialisme. Donc je crois qu'il y a deux socialismes. Il y a un socialisme d'ingénieurs sociaux, un socialisme technocratique et bureaucratique, et puis d'autre côté un socialisme anti-autoritaire qui repose sur l'action par en bas, l'activité politique propre des travailleurs. Alors on a souvent opposé en France, par exemple, Marx, qui aurait inspiré la première formule de socialisme bureaucratique, et Proudhon, père de l'anarchisme. Bon, alors je veux bien admettre qu'il y a chez Marx quelques formules ambiguës, sans problème. Mais la césure réelle n'était pas là. Marx est plutôt du côté du socialisme anti-autoritaire, il est plutôt libertaire, et même moi je pense un peu trop. À mon goût en tout cas. Hein, et le socialisme bureaucratique était défendu notamment en Allemagne, on a les équivalents en France, mais notamment en Allemagne, par Ferdinand Lassalle et ses disciples. Ferdinand Lassalle, qui Marx prônait le dépérissement progressif de l'État, Lassalle prônait l'État populaire libre et l'éducation des citoyens par l'État. Et on a donc bien eu ces deux tendances dans toute l'histoire du socialisme. Alors, un dernier mot sur Marx. Marx, au contraire, était trop libertaire. Lui pensait que, à la longue, avec la civilisation, avec le développement de la richesse matérielle, de nos moyens techniques, les hommes n'auraient plus envie de se battre les uns contre les autres et qu'on pourrait les laisser faire, au fond, que tout le monde deviendra civilisé, voilà, sans qu'il y ait besoin d'un pouvoir d'État pour les contraindre. Bon, outre le fait, je pense ça vraiment très utopique, ça a rendu Marx relativement, alors pas toujours parce que on va trouver des textes où sa réflexion est quand même plus sérieuse que ça, mais ça l'a rendu quand même partiellement aveugle à la question de l'État et de la question de la politique. Ouais. Alors, si à l'opposé de la social-démocratie et du communisme historique du XXe siècle, on part des prémices du socialisme anti-autoritaire, égalitaire, on peut dessiner les grands traits d'une société profondément différente de celle dans laquelle nous vivons, mais une société très éloignée également des utopies mortelles qui veulent créer un homme nouveau et réaliser une vie sociale entièrement planifiée. On pourrait définir ce socialisme non pas comme une société qui se débarrasse du passé, mais d'abord comme l'accomplissement des promesses des Lumières et de la démocratie libérale. Ce serait en quelque sorte un socialisme libéral, au sens que cette expression a sous la plume d'un penseur et militant, puisqu'il a d'ailleurs été tué dans l'Orne par la cagoule, Carlo Rosselli, fondateur du parti d'Action en Italie, qui était un des grands partis de la résistance antifasciste à Mussolini. Alors qu'est-ce que c'est que le socialisme libéral? Ben, c'est une démocratie accomplie, protectrice des libertés individuelles, protégeant les citoyens contre toute domination. C'est donc de ce point de vue un républicanisme. Alors pour Carlo Rosselli, ça suppose aussi de larges formes d'organisation locale dans lesquelles se développe l'autogouvernement. Qu'est-ce que c'est qu'une commune? Nos fameuses 36 000 communes. Ben, c'est 36 000 foyers d'autogouvernement. Hein? Ces communes qu'on n'aime pas, ces communes qu'on veut englober dans des machins qui s'appellent des agglomérations, les métropoles, et tout cet édifice bureaucratique qui vise à empêcher la démocratie locale, c'est-à-dire empêcher le maximum de citoyens de s'impliquer dans la vie publique. Voilà. Donc ces formes d'organisation locale. Ensuite, c'est un socialisme fondé sur l'action des travailleurs à travers leurs organisations, organisation de la défense de leurs intérêts communs, comme les syndicats, ou organisation autonome de production, comme les coopératives. Et c'est enfin un système étendu de biens publics, garanti à la juste valeur, qu'il s'agisse de l'éducation, de la santé, des services publics, transports, etc., ou encore de la protection contre les maux publics, hein, pollution, destruction de la nature. En bref, ce socialisme libéral, c'est créer une société qui ne dit pas ce que devront faire les individus, mais qui leur donne les capacités réelles de choisir leur propre vie, de décider de leur destin. Bref, il s'agit de favoriser
l'autonomie des individus. Et l'autonomie, c'est d'abord une démocratie qui va de bas en haut. Alors un tel socialisme garantirait la propriété privée des biens acquis par le travail. Il garantirait à chacun un espace à lui dans lequel il puisse vivre à l'abri de la vie publique. Il ne se propose pas d'abolir d'un coup le capitalisme, mais de lui mettre des freins qui seront d'autant plus efficaces que le pouvoir politique et le pouvoir de l'argent seront clairement séparés. Là encore, il s'agit de politique. Bon, j'ai vu que François Bayrou pense qu'il faut séparer radicalement le pouvoir politique et le pouvoir de l'argent. Je pense que je lui ai écrit, parce que j'avais écrit ça avant d'entendre Bayrou. Mais bon, voilà, c'est une bonne idée. Bon, il ne le fera pas, évidemment. C'est bien dommage, parce que c'est une bonne idée. Par exemple, on devrait interdire à quelqu'un qui possède je ne sais combien de journaux et qui en même temps vend des avions, de posséder des journaux et de vendre des avions. Surtout quand les avions, c'est l'État qui les vend ou qui les achète. Et qu'en plus, le gars en question, non seulement il a des journaux, il vend des avions, il fabrique des avions, mais en plus il est député. Tout ça, ça fait beaucoup pour un seul homme. Bon, j'ai visé personne en particulier, c'est une idée générale. Mais il y a un scandale démocratique, François Bayrou est un des seuls à dire ça. Au moins de son côté. Mais c'est un scandale démocratique. Il n'y a pas besoin d'être un révolutionnaire, un libéral honnête devrait dire ça. Non, de ce côté-là, j'ai dit. De ce côté-là. Bon. Alors, pour conclure, je crois qu'il faut rouvrir le futur. Nous avons été durement vaccinés contre les utopies. Le communisme historique a été la grande tragédie du siècle passé, et nous avons eu plusieurs fois l'occasion d'y réfléchir dans le cadre de cette université populaire. Et faute d'avenir, on a l'impression que le mot d'ordre des punks, No Future, semble résumer toute notre époque. Mais je crois que si on veut tomber ni dans la résignation ni dans l'indifférence, et comme on l'a appris aussi, les résignés, les indifférents sont ceux qui permettent au pire d'arriver. C'est ce que dit très bien Hannah Arendt dans son livre sur les origines du totalitarisme. Eh bien, je crois qu'il est nécessaire, si on veut être ni indifférent ni résigné, de réaffirmer que, comme le dit Mona Ifusaro, il futuro è nostro, le futur est à nous. Alors le futur, il peut être plus heureux ou nous plonger dans la barbarie. Mais ça dépend de nous. Il n'y a pas de logique économique ou de logique historique implacable qui nous emmènerait dans une direction plutôt que dans une autre. Il n'y a que l'action qui suppose de solides convictions morales, et ces convictions morales, nous n'avons pas à les réinventer. Il s'agit de les faire vivre en puisant dans le vieux fond d'où nous héritons. Honnêteté, courage, sens de la justice, respect des autres, rien de neuf. Mais des valeurs qui, quand elles sont réaffirmées fermement, deviennent de nos jours pratiquement subversives. J'insisterai plus particulièrement sur cette vertu grecque qui est le sens de la mesure. Sur le temple d'Apollon à Delphes est inscrite 2 maximes qui résument toute la pensée grecque. La première, qui est très connue de tous les professeurs de philosophie, c'est « connais-toi toi-même ». Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire « connais ta juste mesure ». Et la deuxième, c'était « rien de trop ». Rien de trop. Le capitalisme, dont la logique est celle de l'accumulation illimitée de la richesse et de la puissance, s'oppose frontalement à cet idéal grec. Mais nous le savons, le développement illimité est aussi une impossibilité, une impossibilité physique qui conduit à la catastrophe. De plus en plus nombreux, d'ailleurs, sont les chercheurs, y compris dans des institutions officielles du gouvernement des États-Unis, qui pensent que le mode de développement actuel ne pourra pas tenir plus de 3 ou 4 décennies. 3 ou 4 décennies. Bon. Donc, pour les moins vieux de cette salle, c'est une affaire sérieuse. Bon, moi je serais peut-être mort, voilà. Il nous faudra donc, de gré ou de force, dans des conditions humaines ou dans des conditions inhumaines, apprendre à ne plus consommer à tort et à travers, à ne plus espérer que tous nos problèmes sociaux et existentiels pourront être résolus par la croissance, apprendre à remplacer la consommation par l'usage, faire des économies au lieu de subir les prétendues lois de l'économie,
Ne pas chercher frénétiquement à apaiser nos angoisses dans la consommation des choses et dans cette religion universelle du capital qui est le fétichisme de la marchandise. Et je crois que ça, c'est autant d'habitudes vertueuses qu'il nous faudra acquérir si nous voulons tout simplement que le monde existe encore demain. Hein? Et c'est encore une question de morale. Car il n'y a bien qu'une question de morale qui peut nous faire penser que le monde doit exister demain. Hein? Du point de vue technique, au fond, ça n'a pas d'importance. S'il n'y a que la technique, il n'y a plus de monde demain, il n'y a plus de monde. Et puis voilà, on n'en parle plus. C'est que moralement, nous pensons que le monde doit exister demain. Moralement, nous pensons que nos enfants doivent un avenir et que ceux qui naîtront après nous, comme le disait Brecht, hein, il y a un très beau poème de Brecht, ceux qui viendront après nous, ceux qui naîtront après nous. Mais ils ont le droit aussi de vivre et de mener une vie d'homme. Voilà. Alors, donc ça, on est dans la morale, je suis désolé. Alors, décence commune, oui. Autant qu'il est possible, on doit permettre aux individus de réaliser toutes les potentialités qui sont en eux, mais ces potentialités peuvent s'exprimer de toutes sortes de façons et produire aussi souvent le pire que le meilleur. L'aspiration à une vie confortable, à jouir des biens que nous procure la terre et le travail est naturel. Mais l'excès de richesse, les extravagances des nababs capitalistes sont proprement indécentes, tout comme est indécente la misère où sont précipités tant d'hommes, de femmes et d'enfants. Ce qui est plus qu'indécent, mais franchement obscène, et obscène, c'est un mot qui en latin désignait ce qui est sinistre, de mauvais augure, dégoûtant, immonde, eh bien c'est la soumission des humains, leur soumission aux lois du capital, autant que leur soumission à des idéologies et à des religions meurtrières. Et ce qui est décent, c'est la liberté tempérée par le souci des autres et la reconnaissance de l'égalité de tous. Voilà, moi j'ai terminé, j'espère que je n'ai pas été trop long. Vous avez donc des questions, des remarques? Moi, si j'ai bien écouté ton exposé, si j'ai bien compris, j'ai retenu l'urgence d'une façon évidente de revenir au latin et au grec. Hein. Non pas pour rétablir la démocratie athénienne, mais pour apprendre à penser. Ouais. Absolument. Entièrement d'accord. On n'a pas de pétition à faire signer, mais je crois que oui. Ouais. Cette suppression des langues anciennes, 1 million d'heures de cours supprimées pour l'année scolaire, 1 million d'heures, ça fait des économies. Hein. C'est le scandale absolu. Hein. On n'y fait pas attention, mais c'est peut-être la plus grande honte de ce quinquennat. La pire parce que la plus irréversible. Parce qu'une mauvaise loi, on pourra la corriger. Si on abandonne le latin et le grec, eh bien ça sera fini. Il faudra des années et des années si on voulait revenir en arrière. On est en train de préparer des générations qui dans 10 ans, 15 ans, 20 ans n'auront plus jamais entendu parler de ça. C'est ça qui se passe. C'est-à-dire on est en train de couper le lien avec notre passé. Et je crois que ça c'est vraiment dramatique. Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est seulement par souci d'économie? C'est volontaire. J'ai pas d'idée sur la réponse, mais je pense que oui, je crois que c'est volontaire. Le côté économique joue, mais bon, d'après mes calculs, 1 million d'heures, ça doit faire 1400 postes de profs. C'est important, mais c'est dans le budget de la nation, c'est pas grand-chose. 1400 postes, hein. Voilà. Ça fait. Pas seulement des imbéciles, ce sont des criminels. Oui, c'est ce que je pense. C'est volontaire parce que ces gens haïssent la culture. Moi j'avais un petit point, je pense qu'on m'entend, c'est peut-être pas la peine que je hurle dans le micro. Par rapport au Burkini,
Moi, j'ai fait partie un petit peu d'une manifestation à Port-le-Cadre, justement pour soutenir les anti-Burkini par rapport aux maires de droite dans le sud. Et je pense que la loi, enfin, tous ceux qui sont élevés contre le Burkini, il y a quand même une connotation. C'est pendant qu'on occupe les gens avec le Burkini, on ne leur parle pas des valeurs réelles de ce qui se passe dans le pays. Parce que, enfin, l'autre mot d'ordre, entre autres ceux qui étaient dans le cortège, c'était trop habillé ou pas assez, c'est aux femmes de décider. J'ai été dans ce cortège-là, avec d'autres dans un parti politique que je ne nommerai pas, mais ici, c'est peut-être pas le lieu. Mais voilà, quoi, c'est pas aux gens de décider, parce qu'il faut peut-être aussi faire un petit peu de retour un peu en arrière. Quand les religieuses allaient se baigner, on est dans un monde catholique ici, soit, enfin, d'origine d'obédience catholique européen, mais quand les religieuses allaient se baigner ou étaient un pied dans l'eau, qui ne se baignaient pas par obédience catholique, maintenant c'est une obédience musulmane, et il ne faut pas en plus se leurrer quand les médias frappent sur le Burkini, ils frappent quoi? Les Arabes, les Beurs, et pendant ce temps-là, c'est Daesh, et pendant ce temps-là, les médias nous déversent leur flot d'ingrédients toxiques, de lavage de cerveau. Et comme ça, pendant ce temps-là, on est en ce moment braqué sur la rentrée. Il faudrait peut-être mettre des portails informatiques pour voir si les couteaux, parce que forcément les Arabes, ils ont des couteaux, c'est des méchants vilains pas beaux. Et pendant ce temps-là qu'on occupe les gens avec tout ça, on ne s'occupe pas des 49.3 qu'on nous a balancés dans la tronche à 2 ou 3 ou 4 reprises. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas parce qu'une loi est passée comme ils l'ont fait à l'arrache en autistes qui sont au gouvernement que, eh ben, on va se la fermer. Voilà. Si je peux répondre sur ce point, oui, comme ça, en premier abord, on se dit c'est une opération de diversion. Voilà, ils agitent un chiffon, parce qu'il s'agit de chiffon en l'occurrence, mais c'est quand même une affaire sérieuse. Je voudrais quand même faire remarquer que dans ce pays, où je crois que le peuple est souvent plus sage que ses dirigeants, mais ça, mon maître Machiavel avait déjà noté ça, que le peuple est souvent bien plus sage que les grands. Il y a eu l'assassinat pratiquement au grand complet de la rédaction d'un journal, que personnellement je ne lis pas, et que j'ai pratiquement jamais lu. Mais c'est quand même pas n'importe quoi, c'est quand même un drôle de truc, hein, ça s'était pas beaucoup vu avant. Quelques mois après, on a, je ne sais plus, 130, 140 morts dans Paris, je ne sais pas combien de blessés, et puis on a évité le pire, hein, parce qu'on sait que si les gars ne s'étaient pas fait détecter à l'entrée du stade Saint-Denis, c'est des milliers de morts qu'il y avait. Les gars étaient obligés de se faire sauter dehors. Bon. Et puis après, vous avez l'affaire de Nice. L'affaire de Nice, où au début on nous dit c'est un fou. Ouais, le fou en question, ça fait 6 mois qu'il prépare son coup, il a des complices. Donc c'est une opération préméditée. Tout ça sur la même ligne. Et est-ce que vous avez vu une seule manifestation à bas les Arabes? Est-ce que vous en avez vu une? Est-ce que vous avez vu l'ombre du début, du commencement d'un pogrom anti-arabe dans ce pays? Pas un. Pas un. Et on serine l'islamophobie. L'islamophobie, il ne s'est rien passé. Globalement, les Français ont fait preuve d'une sagesse, d'une modération, d'un sens de leur responsabilité tout à fait remarquable. Voilà. Hein? Ce pays a su se tenir. Ce pays a su se tenir. Hein? Et c'est pas la peine d'aller faire des campagnes sur l'islamophobie des Français. Non, non. Alors, dans le même temps, se tient à Paris 8 une université interdite aux Blancs, camp décolonial, disent-ils, organisé par un certain nombre d'intellectuels, de professeurs de fac, de gens qui, tout en étant décolonial, postcolonial, continuent d'émarger sur le budget de la nation, tout de même, ils organisent, avec le soutien de l'université Paris 8, parce que sinon ils n'auraient pas pu le faire, un camp interdit aux Blancs. Et c'est soutenu par un parti qui s'appelle le PIR, Parti des Indigènes de la République. Mais c'est le pire, en effet. Ah oui, Parti des Indigènes de la République, qui est contre les mariages mixtes, qui dit qu'il ne faut pas polluer le sang des Arabes et des colonisés par le sang des Blancs. C'est ce qu'ils disent. Ces gens sont des nazis. Il faut dire les choses clairement. Et tant qu'on se taira là-dessus. Or, qu'est-ce que je vois après? Il y a ça,
et je vois des petits groupes d'extrême gauche, en tout genre, dont un que tu connais bien, toutes sortes d'intellectuels, depuis Étienne Balibar, Fassin, etc., qui signent un appel avec le pire pour dénoncer les républicains et l'intégrisme laïque. Mais ils se foutent de qui? Est-ce que vous avez vu un intégriste laïque venir dans une mosquée tirer à la Kalachnikov au cri de « Vive le petit père Combes » ? Non mais on vit dans quel monde? Il faut tout de même regarder les choses comme elles sont. Il n'y a pas de symétrie. Et dans cette affaire, je regrette, ce pays a été attaqué, martyrisé, et il a réagi avec un calme dont parfois d'ailleurs on se demande s'il ne va pas se retourner contre nous. Parce que ceux qui attaquent, qui ne sont ni les Arabes ni les musulmans, qui sont les islamistes, c'est-à-dire des courants politiques crypto-fascistes ou crypto-nazis, qui sont les alliés du grand capital, si on veut prendre les grands mots, et qui ont décidé de faire la peau à la démocratie. C'est ça le vrai problème. Et moi je regrette, entre la démocratie, la République, même bourgeoise, et le régime totalitaire que ces gens veulent imposer, eh bien moi je choisis. Je ne renvoie pas tout le monde dos à dos. Il y a un choix à faire, et chacun est devant ses responsabilités. Hein, on ne va pas continuer 107 ans. Moi, je n'ai pas envie qu'on finisse progressivement par se faire bouffer comme d'autres pays se font bouffer. Au Canada, la femme du Premier ministre, elle va le jour d'Al-Aïd à la mosquée, dans les tâches réservées aux femmes, évidemment, hein, ça c'est du féminisme, et elle se met un voile. Et Pierre Elliott, Justin Trudeau, le fils de Pierre Elliott, est en bas et leur dit « Salut les sœurs ». Mais on vit dans quel monde? Ça, c'est les arrangements, les accommodements raisonnables à la sauce canadienne. Eh bien, moi, je ne veux pas des accommodements raisonnables. Moi, je veux la loi de la République, rien que la loi de la République, toute la loi de la République. Et alors, ce qui me scandalise encore plus, c'est de voir tous les gens qui vous cassent les pieds sur le féminisme le plus extravagant. Parce que maintenant, vous les voyez, hein, les Philippe Marlière et autres, ils ne peuvent pas écrire deux mots sans mettre les usagers. Alors, comment ils mettent? Point R.ES, les enseignants.E.S, etc. Ils sont en train d'inventer une langue française extravagante, mais tous, hein. Parce qu'il ne faut pas que le masculin l'emporte sur le féminin en grammaire. Eh bien, tous ces gens-là disent « Vive le voile, vive le burkini, vive l'invisibilisation des femmes, vive la sourate 9 qui dit qu'on a le droit de battre sa femme quand on veut, etc. » Non, mais ça, où on est? Non, non, là, je ne comprends plus. Eh bien, tu sais, il y a trois groupes en France. Tu as Daesh, tu as les salafistes, tu as ceux qui font sauter, tu as ceux qui disent on n'a plus rien à voir avec vous, c'est les salafistes, et puis tu as ceux qui disent on va vous conquérir par la démocratie, c'est les frères musulmans. Tariq Ramadan, les salafistes et les djihadistes. Ces trois groupes-là, d'abord c'est poreux de l'un l'autre, un salafiste devient facilement un djihadiste, un frère musulman protégera toujours les salafistes, et ces trois groupes-là, ce sont des groupes qui ont des visées politiques. Il ne faut pas nous casser les pieds avec la religion, ce n'est pas une question de religion, de foi ou de je ne sais quoi, ce n'est pas une question de race, hein, ce n'est pas des Arabes. Un tiers des djihadistes sont français, sont des enfants de Normands, de Bretons. Le chef, là, qui les inspire tous, il s'appelle Fabien Klein. Il ne s'appelle pas Mohamed quelque chose, il s'appelle Fabien Klein. Donc c'est des idéologies politiques, c'est pas les Arabes. Les Arabes, d'abord les Arabes, il y a une partie des chrétiens qui sont, des Arabes qui sont chrétiens et qui se font massacrer dans l'indifférence générale en Orient, hein. Voilà. Et les Arabes, ils en ont bavé. Il y a eu 100 000 morts en Algérie par le fils, parce que ça a commencé là. Le Front islamique du salut, c'est eux qui sont maintenant, c'est leurs enfants qui sont là. Et le Front islamique du salut était financé par l'Arabie saoudite et les États-Unis, parce qu'ils pensaient qu'en utilisant le fils, ils allaient déloger la France de ses positions en Algérie pour des affaires commerciales. C'est tout. Hein. Et derrière tout ça, il y a l'Arabie saoudite, etc. C'est-à-dire, il y a le grand capital. C'est comme le fascisme. On ramasse le lumpenprolétariat, les voyous, on les organise avec le pognon du grand capital, et puis ça vous donne des groupes fascistes. Ça a toujours été comme ça. Et le fait que des gens qui se prétendent de gauche ou d'extrême gauche ne voient même pas ça, c'est qu'est-ce qu'ils ont dans les yeux maintenant? Voilà, c'est tout. Le Burkini a fait son apparition quelques jours après le massacre de Ouais, exact. à quelques centaines de mètres. Ouais, voilà, c'est une... Ah ouais. Si c'est pas une provocation, je pense que
Oui, absolument. Est-ce qu'il a fait son apparition à ce moment-là ou est-ce qu'on l'a remarqué à ce moment-là? Oui, que ce soit clair. Est-ce que tout d'un coup on en a fait un plat parce qu'il y avait eu ça, truc, ou est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont décidé parce qu'il y avait eu ça pour dire leur adhésion au massacre, de prendre le burkini? Je pense qu'il faut faire très attention à ça quand même. Il y a peut-être fait Le Pen à avoir écrasé avant l'extrême gauche, comme tu veux. Comment? Il y a peut-être fait Le Pen à écraser avant l'extrême gauche. Mais je ne veux pas écraser l'extrême gauche. Je reproche à l'extrême gauche d'aller cirer les babouches des gens du pire. Il ne faut pas vous signer des manifestes avec le pire. Vous avez signé une pétition contre Laurent Bouvet et le Printemps républicain. Ouais, une pétition signée sur change.org, et je l'ai reçue, moi, cette pétition. Comme j'ai signé l'appel du Printemps républicain, je me suis senti un peu touché. Si. Et la pétition, elle est signée NPA, PIR, groupe féministe, je sais pas quoi. Il y en a long comme ça, cette pétition. Et pourquoi le NPA signe des pétitions avec le pire? Avec des gens qui disent « Ah bah, les mariages mixtes ». Non, alors... J'ai pas vu ce truc-là, je lis la presse. Change.org. Oui, mais change.org, j'y passe pas ma vie, donc je change. Je ne demande pas passer d'avis, il faut se renseigner. Moi j'ai reçu la pétition, je n'ai pas passé ma vie, je l'ai reçue. Parce que comme j'ai déjà signé tant de pétitions... Il y a plein de trucs que je mets à la poubelle direct, je souffre en même temps. Mais oui, mais il faut regarder. Il faut regarder. Ça fait partie aussi des problèmes. Voilà. Est-ce que nous sommes pour l'égalité des hommes et des femmes? Oui ou non? Eh ben ouais. Ben, si on est pour l'égalité des hommes et des femmes, comme nous sommes républicains, nous sommes pour la protection des femmes contre la domination masculine. Et les filles, quand on nous dit qu'elles portent le voile volontairement, c'est faux, archi faux. Il y a peut-être quelques têtes en l'air, quelques écervelés qui le font pour se faire bien remarquer. Il y en a beaucoup qui le font uniquement sous la pression. Il y a un témoignage qui paraît dans un journal de la presse quotidienne régionale, la PQR, qui est souvent plus intéressante d'ailleurs finalement que les grands canards parisiens qui connaissent rien à rien. Une fille qui s'appelle Samia, ils n'ont pas donné son nom de famille, qui est d'origine algérienne et qui dit « Je vais voter Front National la prochaine fois ». Comment? Et je vais adhérer au Front National. Pourquoi? Parce qu'elle raconte ce qui s'est passé. Parce qu'à 14 ans, son grand frère lui a dit « Maintenant, tu mets ton voile. Voilà, sinon je te flanque des tartes. » Et elle raconte pas tout parce qu'il y a des choses que je ne peux pas raconter. Donc elle met son voile. Puis quand elle va en ville, elle enlève le voile. Et puis un jour, elle croise deux loustiques de sa cité qui la voient sans voile. Et le soir, quand elle est rentrée chez elle, elle s'est fait traiter de sale pute, c'est leur gros truc, etc., etc. Donc il y en a combien qui font comme ça? Et évidemment, on ferme les yeux. Monsieur Plenel, Monsieur Plenel, Mediapart, grand turiféraire de Ramadan. Monsieur Plenel, il dit non, elles veulent porter le voile, c'est leur liberté. Et d'ailleurs, c'est même du féminisme de porter le voile. C'est ce que dit Plenel, quand même. Plenel. Ouais. Tu sais qui est Plenel? Mais voilà. Donc, est-ce qu'on peut continuer d'accepter ça? C'est tout. Est-ce qu'une vie commune est possible quand c'est comme ça? Et puis... Il y a plein de problèmes, évidemment. C'est pas la seule autorité. Ben ouais. Je suis là 300%, j'en sais rien, moi c'est pas le problème. Il y a des choses que je ne peux pas laisser dire sans réagir. Moi je défends jusqu'au bout si toi. Je sais pas. Oui. À quoi nous sert le latin? On a supprimé beaucoup de choses avant qu'on n'aurait pas dû supprimer. Je pense qu'on n'aurait pas dû supprimer la rhétorique, parce que je pense que s'exprimer par oral, c'est pas mauvais, et pratiquer l'oral, c'est bon, mais ça se fait plus dans les lycées. Pourquoi? J'ai dû subir le latin pendant 6 ans, et comme Rousseau, je dirais, je l'ai appris toujours sans le savoir jamais. Je vois absolument pas
À quoi ça peut servir? D'abord, c'est une langue morte. En plus, c'est une langue qui a beaucoup évolué dans son histoire. Alors, entre des textes tardifs de Plaute ou des textes poétiques pleins d'ellipses d'Ovide, je ne vois vraiment pas quel est l'amusement. Si on veut apprendre alors il paraît que c'est une gymnastique de l'esprit. Si on veut faire de la gymnastique de l'esprit, apprendre des langues avec des déclinaisons, eh bien on fait de l'allemand, et puis au moins on pourra connaître nos voisins un petit peu mieux. Si on veut apprendre une grammaire difficile, bah, on fait de l'espagnol. Et puis comme ça, on pourra se mettre à des temps qu'on n'utilise plus, comme le passé simple. On pourra pratiquer un peu la concordance des temps. Enfin, bon, je dirais c'est une survivance médiévale. Hein. Les universités autrefois conversaient en latin. Alors c'est vrai que Descartes écrivait en latin, Newton aussi. Mais enfin bon, mais le latin était déjà en retard au XVIIIe. Parce qu'on a connu Newton très tard en France, parce qu'il a fallu attendre que Madame du Châtelet le traduise. Donc c'est même plus une langue internationale, sauf dans l'Église. Et j'ai remarqué que le pape s'exprimait de moins en moins en latin et de plus en plus en italien. Donc c'est pas... Enfin, je ne me battrai pas entre le... On m'a imposé ça à 10 ans, en rentrant en 6e, j'étais trop petit pour gueuler, mais 2 ans plus tard, j'ai refusé le grec. Hein, parce que j'ai dit merci avec les maths. Moi, j'arrive à décoder le grec. Maintenant, avec mon dictionnaire étymologique, hein, je sais que le xylophage, ça veut dire, hein, c'est un truc qui bouffe du bois. Maintenant, vous n'allez pas m'emmerder avec le grec. Et mes parents m'ont foutu la paix. Mais bon, j'ai entendu parler de cette histoire de suppression du latin. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais je ne me battrai pas pour ce qui est de mes filles. Je leur ai demandé s'ils voulaient faire du latin. Elles m'ont dit non. Hein, voilà. Là. Tout le monde n'est pas obligé de faire du latin. Ça n'a jamais été le cas. Il y a une fois. Non, non. Si on voulait être bon, il fallait faire du latin. Non, on proposait aux bons de faire du latin. Non, non. On ne faisait pas du latin pour être bon, c'est qu'on prenait les bons et on leur proposait de faire du latin. Ce qui n'est pas pareil. Bon, à l'époque, c'était la 6e, on faisait latin-allemand pour commencer. Voilà. Bon, donc c'est pas la question. Mais d'abord, si on parle de l'utilité. À quoi servent les mathématiques? Réponse à rien. Parce que, en gros, c'était pour te faire hurler un petit peu. Mais bien sûr, attends, laisse-moi finir mon truc. L'utilité des mathématiques. Il n'y a pas une discipline qui casse plus les pieds aux élèves que les mathématiques. Hein. Expérience de professeur. Si. Quand on parle de maths, alors, les classes... Ah ben, eh ben le latin, c'est pareil. Les mathématiques, est-ce que ça sert à quelque chose? Ça sert à rien. Parce que ça ne peut servir éventuellement aux gens qui vont faire des écoles d'ingénieurs. Mais ces ingénieurs, quand ils sortiront de leurs écoles, il y en a au bas mot 1 sur 2, voire 2 sur 3, qui ne feront plus jamais quoi que ce soit de scientifique. Ils deviendront chefs d'une ligne de production dans une usine, chefs de chantier, etc. Ils signeront des feuilles de congé. Et en gros, les seules mathématiques qui leur seront utiles, c'est enfin des additions et des pourcentages, qu'ils peuvent faire d'ailleurs directement par leur petit tableur ordinaire. Donc, en gros, pour l'essentiel, l'enseignement des mathématiques n'a aucune utilité. Sauf que il a l'utilité principale de nous apprendre les idées abstraites, et de nous amener, comme disait notre ami Platon, à pouvoir devenir philosophe, car nul n'entre ici s'il n'est géomètre, disait Platon. Ça sert qu'à ça, les mathématiques. En médecine, on les sélectionne en partie sur les mathématiques en première année. De quoi ils servent après? De rien. Bon, si on prend les choses comme ça, ils pourraient sélectionner au bras de fer, au 4-21, ou est-ce que vous voulez? Non, on sélectionne sur les maths. Bon, eh bien, le latin, c'est le même problème, le latin, comme le grec ancien. D'abord, et là, c'est même plus intéressant que les maths de ce point de vue-là, le latin, comme le grec ancien, d'abord, ils vous apprennent un certain respect de la langue, un rapport à la langue qu'on ne retrouve pas dans les langues vivantes, surtout dans l'enseignement des langues vivantes actuelles, qui est un enseignement entièrement basé sur comment je vais pouvoir demander une chambre, un boc de bière au café et lire le dernier article d'un journal à la noix.
hein, et dans lequel la langue, par exemple, si on prend l'anglais, c'est une catastrophe, vous donnez un texte d'anglais classique à un élève, hein, moi j'ai fait l'expérience une fois, mes élèves me disent « Oh ouais, nous on est en langue, on n'est pas en littérature ». Bon, je dis « Qu'est-ce qu'il y a de tienne ?» Je leur ai mis un texte de John Locke en anglais, ils n'ont rien compris. Bon, donc, on n'enseigne pas la culture, hein, de moins en moins. On n'enseigne que des trucs pour les faire discutailler. C'est la science du bavardage. Mais le latin, il vous obligeait à vous pencher sur ce que c'est qu'une langue. Et alors, là, vous avez l'air de dire que c'est pas important. Mais moi, je suis un peu philosophe à mes heures. Quand on maîtrise un peu de latin, qu'on lit Cicéron, vous lisez la traduction française de Cicéron, l'une des multiples traductions françaises, puis vous avez le texte latin à côté, et vous voyez que le texte latin vous dit des choses avec une concision, une précision que jamais la langue française n'obtient. Parce que la langue française, c'est du latin, mais c'est du latin abattardi. Mais c'est du latin. Nous parlons latin. Les Italiens parlent latin. Il n'y a encore pas bien longtemps en Italie, un livre de philosophie, quand il citait le latin, personne ne proposait de traduction, parce qu'il allait de soi qu'un Italien un peu cultivé parle le latin. C'est leur langue. Il y a des phrases encore en italien qui ont du sens en latin. Donc dire que le latin est une langue morte, c'est faux aussi. Le latin, c'est la langue des Espagnols, des Portugais, des Français, des Italiens, des Roumains, c'est-à-dire à peu près 450 à 500 millions de locuteurs dans le monde entier, qui parlent les langues romanes. Donc c'est vraiment important. Et je pense la même chose pour le grec ancien. Pour mon grand malheur, je n'ai jamais fait de grec ancien. Parce que c'était un petit lycée de province, il n'y avait pas encore de grec, mais il y avait du latin. Et je suis comme vous, ça m'embêtait le latin. Oh là là, c'est casse-pied. Ce Cicéron, il écrit mais les mots à des endroits où il faut passer des heures pour traduire des phrases de Cicéron. Quand j'ai passé la grecque, je me suis payé le De Natura Deorum. Le De Natura Deorum, il n'y avait pas de traduction française du De Natura Deorum. Qu'est-ce que j'ai souffert? Il n'y avait qu'une traduction anglaise à la Library. Et je me suis aperçu que je comprenais mieux l'anglais que le latin d'ailleurs. Mais j'ai quand même peiné sur le De Natura Deorum, et puis voilà. Et c'est comme toutes ces activités qu'on fait à l'école, elles n'ont pas d'utilité souvent. Elles ne nous serviront jamais à rien, si on parle de l'utilité immédiate, mais elles nous enrichissent, et puis elles nous mettent en contact avec une culture. C'est pas le côté utilitaire qui regarde, c'est le côté emploi du temps, emploi de l'énergie. Eh ben, je vais largement préférer faire autrement, parce que je me suis rendu compte plus tard, en découvrant les fractales par la découverte, par exemple, qu'il y avait énormément de choses en maths, mais que sorti finalement de l'algèbre, de la géométrie, de l'analyse, en fait on ne fait pas grand chose en maths. Ouais. Même si on fait maths suffisant. Là vous parlez à un convaincu. Donc, il y a d'autres exercices de l'esprit. Ouais. Jean-Michel. Je disais tout à l'heure, ça sert à rien, et c'est tant mieux. Mais c'est pas vrai que ça sert à rien. Le latin, ça sert à comprendre la langue française. Oui, bien sûr. Ça, ce qu'on appelle l'étymologie, ça sert à comprendre que j'ai expliqué un peu à mon petit-fils Maxime, il n'y a pas si longtemps, voilà, des mots qui vont ensemble. Oui. Comment les écrire? Et c'est une source de compréhension de l'orthographe. Et puis, tu disais, les Espagnols parlent latin. Et ça permet de faciliter l'apprentissage des langues latines. Bah ouais. À partir de la nôtre et par le lien du latin. Donc c'est pas vrai que ça sert à rien. Ouais, moi j'ai appris l'italien comme ça. Hein. Oui, non, mais c'est vrai, les conjugaisons. En plus de tout ce que tu as dit, c'est pas vrai que ça sert à rien. Oui, oui, en plus, oui. Voilà. Non, ça sert à rien. Je me permets d'ajouter, puisque tu parlais de l'histoire et de l'importance de notre attachement à un passé commun, les historiens qui travaillent sur le passé de la France ou qui travaillent ont besoin du latin. Les philosophes qui veulent travailler véritablement tel ou tel texte ont souvent besoin du latin. Il y a un certain nombre de métiers intéressants, hein, comme l'histoire, comme la philosophie, comme la littérature, comme voilà, qui supposent une connaissance de base, voire une très bonne connaissance du latin. C'est des métiers, des activités qui ne pourront plus être pratiquées ou qui le seront beaucoup plus difficilement si jamais personne n'a jamais appris le latin étant jeune. C'est aussi simple que ça, hein, des traducteurs.
Oui, alors il y a cette question de l'étymologie, il y a cette question des mots effectivement qui sert, mais si on veut se renseigner sur l'histoire de France, il y a quand même toute une somme d'archives, toute une somme de textes, toute une somme de choses qui sont en latin et qu'on ne peut travailler qu'en latin. Si vous voulez vous spécialiser dans telle ou telle partie de la philosophie, eh bien parfois il faut que vous sachiez le latin, sinon c'est pas possible. Et donc ça veut dire qu'il y a des individus qui vont devoir attendre l'université pour commencer le latin pour pouvoir étudier en littérature Cicéron, par exemple, ou Ovide, ou c'est un peu étrange. Moi, j'avais mis un intérêt un peu paradoxal, c'est que se frotter à la civilisation grecque ou latine, ou gréco-romaine, etc., ça permet justement de se frotter quand même à des civilisations très différentes Ouais. de l'autre. Tout le monde n'a pas la chance de faire de l'historique, et ça introduit aussi la notion de distance, des gens qui sont proches, c'est vrai, mais en même temps très différents, dans des contextes très différents, et qui ont rencontré des problèmes. Enfin, c'est très intéressant aussi, il y a une espèce d'ouverture à l'altérité, parce qu'effectivement, le romain en toge, c'est pas tout à fait... C'est ça qui est intéressant. Oui, attends, Jean-Pierre.